Michel Ange-Anguine dit que la justice est le dernier rempart dans notre société. Le dernier rempart qu'elle représente a fini par céder aux pressions et aux interventions. La loi recule face au pouvoir et à l'argent. Le citoyen et la République sont véritablement en danger. Nous sommes obligés de poser une fois encore la question qui pourrait fâcher. Le président de la République reçoit-il en temps réel la bonne information? Nous devons à la vérité de dire, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la vérité, que notre justice est malade. Malade de ses hommes. Nonobstant les efforts faits au plan infrastructurel, malade de son organisation, de son fonctionnement et de son autorité, malade de nombreux empiètements dont elle fait l'objet. Les lenteurs judiciaires décriées et l'inexécution des décisions de justice ont fini par donner l'impression aux citoyens que notre justice est une parodie. La crise de confiance entre les citoyens et la justice est quasi totale. Il cite à un moment donné ce qu'il considère comme ayant porté une pensée sérieuse pour la justice au Cameroun. Il parle par exemple en termes d'hommage à Jean Fouman Akam. Il parle de Marcel Nguini, de Dipanda Mwele Alexis, de Rissouk Amoulon Martin, de Belamba Robert, de Ngale Iyum, de Assira Ngouté Léonard, de Bissombi Salomon, de Djondjan Maurice, de Kamto Pierre, de Luc Ndjodo et d'autres illustres figures qui ont marqué, dit-il, l'histoire de la magistrature camerounaise et de notre justice. Il va plus loin. De là-haut où ils se trouvent, ils doivent certainement regarder avec tristesse et désolation l'état de décrépitude actuel de notre justice, émanation inéluctable de l'environnement insalubre et du climat social délétère. Chaque jour qui passe démontre à suffire le degré de pourrissement de notre société face à une justice, dit-on, aux ordres. Le ministre Anguine ajoute, l'insécurité juridique et judiciaire frappe de plein fouet des individus et des personnes morales qui ne savent plus à quel sens se vouer. Si la justice peine à remplir sa mission d'arbitrage et de régulation, cela pourrait traduire que la République est en panne ou en arrêt. Les magistrats qui en sont les principaux acteurs doivent montrer leur probité, leur objectivité, leur neutralité et leur détermination à dire le droit dans les procédures soumises à leur attention. À tout hasard, on peut choisir également un autre extrait. Le magistrat qui viole délibérément la loi pour se conformer aux instructions ou aux ordres de la hiérarchie ou au pouvoir de l'argent n'est pas un magistrat. C'est un fonctionnaire derrière un comptoir. Un personnage qui s'est trompé de carrière en trichant avec lui-même. Il est un danger pour la société pour laquelle il a pourtant pris l'engagement solennel de servir devant Dieu et devant les hommes sans crainte, ni rancune, ni faveur. Il trahit le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, élu du peuple au nom duquel la justice est rendue. Notre société favorise-t-elle l'éclosion d'une justice juste avec des magistrats libres et indépendants? C'est une interrogation du ministre Anguine. Nous n'avons pas la certitude. Les esprits intelligents définissent le Conseil supérieur de la magistrature comme le thermostat de la justice. Sans lui, la machine judiciaire institutionnelle est grippée. Le décret du président de la République arrive comme une bouffée d'oxygène qui va enfin libérer les carrières et les esprits étouffés par une longue attente difficile à expliquer ou à comprendre. C'est dire que cet important acte du président de la République aura toute sa portée, toute sa pertinence et toute sa grandeur si, dans un avenir proche, une session du Conseil qui ne s'est pas tenue depuis 6 ans est convoquée. Chaque année et à période constante, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil, transmet au président de la République des propositions de date pour la convocation du Conseil. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ou justifier la non-tenue de cette instance régalienne pendant de nombreuses années? Qui a intérêt à ce que le Conseil ne se tienne pas? Qui a peur du fonctionnement normal et régulier des institutions judiciaires? Chacun de nous peut y apporter une réponse ou une explication, mais le constat que nous faisons est que la mise en berne du Conseil supérieur de la magistrature a provoqué de graves dysfonctionnements de l'institution judiciaire au double plan administratif et juridictionnel. Le tableau n'est pas reluisant. Les auditeurs de justice et leurs familles respectives attendent indéfiniment et douloureusement leur intégration dans la magistrature. Les magistrats attendent désespérément leur promotion en grade et leur déploiement ou affectation. De nombreuses procédures disciplinaires bloquées induisent avec une impunité qui conforte les mauvais magistrats dans les mauvaises pratiques. Voilà quelques extraits de cette sortie du ministre Michel Ange-Anguine, conseiller technique au ministère de la Justice, magistrat hors hiérarchie. Bon ben, félicitations, monsieur le ministre. Et vous n'avez pas à vous enfermer dans une camisole, parce que vous êtes magistrat, et vous avez prêté serment de dire la vérité, tout simplement la vérité, jugée d'après la loi et votre conscience. Malade de ces hommes travaillent au quotidien, ils sont comme les mamans qui utilisent les mains même pour préparer quand il n'y a pas le bois. Jean-Jacques, vous ne pouvez pas nous expliquer au Cameroun, pour un pays qui se veut émergent, tout à l'heure, ce nom a évoqué le fait que la justice était le baromètre d'une société. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'un pays veut être émergent, veut être élevé. Entre-temps, vous portez la justice pour aller confier au président de la République, qui est président de la République et président d'un parti politique. C'est un véritable problème.
Et je voudrais dire au ministre qu'en termes de réforme, il est urgent que l'Assemblée nationale, qui est championne pour voter seulement les lois pour proroger leur mandat, vote une loi dans le sens de sortir le Conseil supérieur de la magistrature des mains des politiques. Il a évoqué le fait qu'on se demande si le président de la République reçoit les dossiers permanemment. À partir du moment où vous avez à l'entrée, par rapport aux auditeurs de justice, Jean Jarzé, de mémoire, je peux me tromper, les Camerounais qui nous écoutent, vous n'avez jamais suivi la publication des résultats d'admission chez les auditeurs de justice par ordre de mérite. C'est toujours par ordre alphabétique. Donc, depuis l'entrée, il y a des petits couloirs qui sont utilisés, qui n'aident pas à rendre ces gens. Chacun est redevable de quelque chose. Il a parlé de l'organisation. Jean Jarzé, nous sommes aujourd'hui au Cameroun avec pratiquement les sous-préfectures dans tous les arrondissements. Entre-temps, vous avez des gens qui sont obligés de faire les 100 km. Ça, je parle du cas de Moulundu, dans la Bombe-Ngouko, pour pouvoir arriver au tribunal. Dans le Rognon, alors, n'en parlons pas. On organise encore les audiences foraines. On organise encore les audiences foraines. Combien de fois par mois? Dans le grand hangar du marché. Dans le grand hangar du marché. Vous avez le tribunal administratif qui est venu se loger dans les chefs-lieux de région. Saisissez au tribunal administratif par rapport à une question importante où vous demandez, vous faites une requête, un référé administratif, allez voir si le président du tribunal administratif va rendre une décision. On n'a rien contre certains là-bas, mais je crois que le président n'a pas été avec le droit administratif. Je voudrais d'ailleurs profiter pour lui rendre un grand hommage. Vous avez des départements comme le département de Faro et Déo, où il faut quitter Concha, traverser Mayo Baliou pour arriver jusqu'à Tignière pour arriver au tribunal. Donc il faut rapprocher la justice des justiciables. Au niveau du fonctionnement, là-bas c'est plus grave. Vous ne pouvez pas avoir des situations dans lesquelles le juge n'est pas encadré dans le cadre de la décision d'instruction des affaires. Vous faites 100 km pour aller au tribunal, arriver, on vous dit renvoi. D'où l'urgence qu'il faut faire pour réformer la justice camerounaise en instaurant un juge de la mise en état des dossiers, un juge d'application des peines. Parce que Jean Jarzé, qu'est-ce qu'un maçon fait? Là, vous êtes dans vos propres propositions. Oui. On n'a pas encore fini d'examiner profondément la sortie. Non, il a fait pratiquement l'autopsie de la vieille dame. Parce que nous appelons souvent la vieille dame. Il a fait l'autopsie de la vieille dame avec toutes ses béquilles. Lorsque vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui gère la vie des magistrats, en temps normal, les magistrats ne devaient pas faire 3 ans dans le même poste. Parce que plus vous durez dans la ville, vous avez les beaux-frères qui se créent, les belles-sœurs qui se créent, des relations. Vous devenez membre du club 2-0 du coin. Le club 2-0 du coin. Voilà. Il y a un concubinage incestueux qui s'installe. Je crois que le fond du problème ici, c'est de faire en sorte que véritablement le délai d'instruction d'affaires soit réglé. Est-ce que le fond du problème, parce qu'il publie cette sortie au lendemain du décret portant nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que ce n'est pas là le fond du problème? Faire redémarrer cette machine qui bloque justement les mouvements, les promotions, l'examen des dossiers disciplinaires et ainsi de suite. C'est le... Jean-Jacques, pour l'information que j'ai, lorsque le ministre Garde des Sceaux finit de faire son pré-conseil, il envoie au président Robles, le président Robles remet au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Là-bas, vous voyez que c'est à la présidence, avec tout ce que cela peut amener comme contorsion. Aujourd'hui, il est important que l'Assemblée nationale, qui est l'ensemble de la représentation du peuple, s'approprie même, Jean Jarzé, c'est une nouveauté, faire en sorte que même pour la désignation des présidents de cour d'appel, que quand on veut vous proposer comme président de cour d'appel, comme procureur général de cour d'appel, que le Parlement vous auditionne pour vous entendre sur vos orientations. Parce que cette affaire où on a tout confié entre les mains d'un seul homme, ça devient l'arbitraire. Il est urgent que les Camerounais qui nous écoutent comprennent qu'on ne peut pas confier la justice entre les mains d'un seul homme, fût-il président de la République. C'est le président de la République. Oui, je dis donc. Non, écoutez, oui, c'est une institution, voilà. Mais il faudra qu'il y ait un contre-pouvoir de façon à ce que pour que quelqu'un soit désigné, même au niveau de la Cour suprême, même si le Conseil a fini de faire son travail, que le Parlement, que la commission des lois de l'Assemblée nationale puisse auditionner les futurs candidats pour les comprendre sur leurs différentes orientations. Je crois qu'une telle pression de ce niveau permettra que chacun se mette un peu à sa place. Maintenant, je termine par l'admiration. L'admiration parce que le ministre Ange Michel Angoué n'est pas n'importe qui. C'est un juriste, un haut juriste. Les gens l'ont connu comme politique en tant que ministre de la fonction publique, mais je rappelle que antérieurement à ces fonctions-là, il était procureur général près de la Cour d'appel de l'Ouest, je pense bien. Si mes souvenirs sont pas... À Douala, Konsamba, voilà. Bafoussam et Bolora. Je vous parle de la plus haute. Quand il est en Konsamba, il est au niveau du tribunal de grande instance. Mais quand vous êtes au niveau de la Cour d'appel, c'est la plus haute juridiction au niveau de la région. Et quand vous avez occupé ces fonctions imminentes, et qu'après avoir occupé ces fonctions imminentes, vous vous retrouvez dans d'autres fonctions imminentes au sein du ministère qui administre et qui gère la justice, qui mieux que vous peut faire une photographie, une cartographie des réalités de l'état de la justice?
C'est pour ça que ce qu'il dit, pour le contester, il faut avoir d'autres arguments. Je pense que là même, j'avais été inquiet tout à l'heure, je pense qu'il est même allé au-delà de l'obligation de réserve lorsqu'il décrit la corruption, lorsqu'il décrit comment je peux dire, la prise en étau de la justice par les forces de l'argent, lorsqu'il parle des promotions qui sont pratiquement mises en débat. Nous avons tous des frères, des collègues, moi je les côtoie au quotidien dans le cadre de mes fonctions, qui depuis attendent de changer de grade, qui n'ont pas changé de grade. Lorsqu'il décrit toutes ces choses, parce qu'il est forcément au fait des dénonciations que les citoyens font tous les jours sur les abus dont ils sont victimes dans les palais de justice et qui remontent probablement au niveau du ministre d'État, qui sont cotés soit à l'inspection générale, soit au conseil technique, qui mieux que lui aurait pu faire cette photographie. Il n'y a que les décideurs maintenant pour comprendre que c'est de l'intérieur qu'on a décidé de parler et qu'il faut vraiment prendre des mesures. Je pense que c'est ce que je pourrais dire en guise de première prise de parole. Donc voilà. Donc à la fois admiratif, mais aussi inquiet pour lui, parce que bon, voilà, il me semble qu'ils sont encore attachés par cette camisole de force de l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle. Le fait qu'il ait décidé de parler en tout état de cause me semble être quelque chose qu'il a bien mesuré. Finalement, lorsqu'on finit de parcourir cette correspondance de Michel Anjouanguine, on a envie de se demander finalement, il s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord à lui-même, puisqu'il est acteur majeur de la justice camerounaise. Oui. Il s'adresse à ses collègues, compères magistrats, il s'adresse aux autres acteurs de la justice, les avocats, les huissiers, les notaires. Il s'adresse au peuple camerounais, aux citoyens qui, tous les jours, sont des justiciables devant cette institution-là. C'est un message qui est général. Il suffit de vous rendre dans un palais de justice ou d'avoir affaire à ou d'avoir une procédure pour faire vous-même l'idée de la justice. Mais je voudrais dire que mon sentiment, c'est que peut-être qu'il y aura un acte 2 de sa sortie. Oui. Parce que j'ai entendu, on a commencé à parler, il manque un palais de justice à Tignier. Non, le ministre Anjouanguine n'a pas abordé l'organisation, enfin... Il parle quand même d'organisation. Non, il n'a pas abordé les aspects néfastes de l'organisation judiciaire. Il met le doigt sur le fonctionnement, si vous voulez, sur le dysfonctionnement, les dysfonctionnements de la justice. Et il ne dit pas que toute la justice est pourrie. Non, il met un accent particulier sur les aspects ou les aspérités qui font ou donnent l'impression qu'on aurait plus, comment je peux dire, une justice au Cameroun. Il le fait sur 3 pages. Parfois fait-il l'entrée. Il fait une entrée en évoquant, rendant hommage à des magistrats extrêmement remarquables. Oui. Il fait exprès de citer ceux qui sont morts. Il aurait pu aussi, s'il avait voulu une analyse, peut-être que cela lui aurait valu beaucoup plus de critiques. On aurait dit qu'il fait la promotion de X ou Y, mais nous, par exemple, on aurait aimé que lui-même se prenne en exemple. Parce que le témoignage que nous avons de lui, excusez-moi, je suis pratiquant, c'est que c'était un haut fonctionnaire, un haut magistrat, brillant, qui, lorsqu'il était encore en exercice, rendait de bonnes décisions de justice, comme procureur général. Bon, il ne se cite pas. Il ne cite pas d'autres. Il y a de bons magistrats dans notre système judiciaire qui rendent des décisions extrêmement courageuses et remarquables. C'est pas un ou deux cas pris à gauche ou à droite qui vont effectivement faire en sorte qu'on généralise cet état. Je vous dis qu'il y a de très très bons magistrats dans notre pays qui sont encore en fonction. Quand on vous parle du juge Schlick, il est célèbre par sa rigueur. Il n'est pas mort. Il est là. Je prends ce petit cas. Mais vous avez dit dès le départ, et c'était bien parce que mon compagnon de gauche de la société civile disait qu'il voulait un débat qui soit civilisé. Oui. Mais nous sommes ici pour faire un débat technique, pas un débat qui va être en fait après travesti sur le séjour du président, sur le fonctionnement. Mais je serai obligé de réagir parce que je suis communicant du parti. Vous allez convoquer votre casquette. On va convoquer les casquettes politiques. Restons sur ce qui est technique. Et il n'y a aucune cause, aucune corrélation entre un domaine particulier qui est mis sur le grille, par l'analyse brillante du ministre Anjouanguine, même si je me suis inquiété. Il y a un timing qui pourrait mener à évoquer le séjour du président. Il signe le décret portant nomination de ses membres du Conseil supérieur de la magistrature, je crois un jeudi ou un vendredi. Il se disait que le mardi qui suivait devait se tenir ce conseil, mais il voyage samedi, qui est le même week-end, et puis finalement, même Michel Anjouanguine parlait de bouffées d'oxygène. Ça, ce sont maintenant les aspérités politiques. Et là, je suis d'accord avec lui. Là, il évoque les pesanteurs politiques qui pourrait venir gripper une institution qui est supposée être indépendante. Oui, parce que quand il pose la question de savoir qui a intérêt à bloquer la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, ça c'est courageux. Et il nous renseigne que alors que chaque année, le ministre de la Justice fait des propositions. Et là, il fait une intrusion dans le politique. Mais il ne fait pas que cette intrusion. Il parle du fonctionnement, du comportement au quotidien de ses propres collègues magistrats relativement à l'idée et à la réalité des décisions de justice qu'il rentre. Et je dis qu'il n'y a pas meilleure personne que lui pour faire cet état. Si vous entrez dans le bureau du ministre Michel Anjouanguine, vous allez vous rendre compte qu'il a peut-être une tonne ou des tonnes et des tonnes de requêtes de Camerounais qui chaque jour viennent dans son bureau pour dénoncer tel magistrat, pour se plaindre de telle procédure qui est abusivement longue, ou de telle décision de justice qui n'a pas été probablement exécutée, en fonction des pesanteurs qu'il lui-même essaie d'énumérer dans sa note. Et là, il n'a pas loupé ses collègues, justement. Oui. Les magistrats qui en sont les principaux acteurs. Chacun de nous a eu cet abus. Moi, j'ai un frère qui a été incarcéré, d'ailleurs c'est votre confrère, pardon,
par quelqu'un qui lui avait dit que j'ai des bras longs, de jour comme de nuit. Il a fait 6 mois en prison pour rien. Par un magistrat. Mais c'est d'autres magistrats de la cour d'appel qui ont rendu justice. Ça veut dire qu'à côté des mauvais magistrats, il y a également de très bons magistrats. Il me semble que cette missive, ou alors cette tribune, semble effectivement pointer du doigt sur ceux qui ternissent, comment je peux dire, l'honneur et la considération de la magistrature. Cela dit justement que les magistrats qui en sont les principaux acteurs de la justice ça. Doivent montrer leur probité, leur objectivité, leur neutralité et leur détermination à dire le droit dans les procédures soumises à leur attention. Le magistrat qui viole délibérément, c'est bien dit la loi, pour se conformer aux instructions ou aux ordres de la hiérarchie ou au pouvoir de l'argent n'est pas un magistrat. C'est un fonctionnaire derrière un comptoir. C'est un magistrat qui parle comme ça. Oui. À ses compères, à ses frères, à ses amis, à ses camarades magistrats, à ses collègues magistrats. C'est pas nous. Donc, qui mieux que lui aurait pu tenir une phrase comme celle-là avec autant de pertinence. On va ouvrir la ligne téléphonique pour ceux qui veulent intervenir en direct. Je lis 2 ou 3 messages. Le système camerounais garantit-il suffisamment l'indépendance effective de la justice lorsque le chef de l'État